Félix à la tribune des Nations Unies. Félix à la tribune Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose adresser mes vives félicitations à Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Son leadership et son attachement au multilatéralisme seront déterminants pour la réussite de nos travaux. Je saisis également l'opportunité que m'offre cette tribune pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, son Excellence M. Philémon Yang, dont l'engagement et le dévouement ont marqué la précédente session. Enfin, je réaffirme la pleine confiance de mon pays dans l'action du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer notre organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs d'Afrique, dont fait partie la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, je salue la pertinence du thème retenu pour cette 80e session, Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Il met en lumière 8 décennies d'efforts conjoints d'une organisation vouée à la paix, au développement et au bien-être universel, fondée sur une promesse indéfectible de sécurité collective. Le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, garante de cette sécurité depuis 1945, est l'occasion de réaffirmer les vertus d'un multilatéralisme efficace et de rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui inspira ses fondateurs. Si l'Organisation des Nations Unies demeure un pilier de la régulation des relations internationales, de la prévention et de la résolution des conflits, ainsi que de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales, elle est aujourd'hui confrontée à des défis systémiques qui éprouvent sa crédibilité et sa capacité d'action. Les profondes mutations de notre époque, notamment la persistance des conflits armés, le dérèglement climatique, les crises humanitaires récurrentes et les menaces transnationales protéiformes, nous rappellent que le multilatéralisme n'est plus une option, mais une exigence incontournable qui s'impose à tous. Nous restons convaincus que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, à la suite de son élection en juin dernier, la République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Je réitère au nom de mon pays nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Notre participation sera résolument constructive et holistique. Elle s'articulera autour de 2 priorités indissociables, paix et sécurité d'une part, et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations Unies. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine telle qu'énoncée dans le consensus des Zuluini
la déclaration de Sirte, c'est-à-dire l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels. Forte de ces 54 États et de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique ne saurait demeurer en marge des décisions qui engagent la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, alors que la planète se réchauffe et que les marginalisations s'aiguisent, ainsi et que les conflits se multiplient, le diagnostic qui avait inspiré en juillet 2023 la vision du nouvel agenda pour la paix du secrétaire général demeure pleinement d'actualité. Le monde est désormais confronté à des crises multiformes et profondes. Les fondamentaux de la prévention se sont affaiblis et le droit international, jadis puissamment rappelé par la Charte des Nations Unies, qui enjoint les États à s'abstenir de recourir à la menace ou à la force, est trop souvent bafoué. Notre système de sécurité collective en est ébranlé. Il ne saurait survivre à un sursaut de solidarité d'intérêt et de respect des règles. Dans ce contexte, la rhétorique guerrière regagne du terrain et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerre de prédation des ressources et de conquête d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Tandis que la guerre entre Israël et le Hamas ravage la bande de Gaza, avec le risque d'une extension régionale, et que se poursuit le conflit russo-ukrainien, d'autres foyers s'embrasent au Yémen, en Birmanie et en Syrie. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre
s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta,
ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Vraiment. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Vraiment, Président. Kenya n'a pas pour. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. Ces actions doivent être conduites avec l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement, en impliquant les États limitrophes, les entreprises qui achètent et transforment ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons... Voilà. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale.
Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions des forces démocratiques alliées, des ADF, un groupe terroriste ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Ces groupes extrémistes ont laissé derrière eux un lourd tribut humain et continuent de menacer la stabilité régionale. Membre de la coalition mondiale contre Daesh, la République démocratique du Congo appelle les Nations unies à s'engager plus résolument dans la mise en œuvre des recommandations de la dite coalition et du processus d'Aqaba, à savoir le partage renforcé de renseignements, l'assèchement des financements, la lutte contre la propagande et contre les sanctuaires, ainsi que le soutien accru aux communautés victimes dans le plein respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, face à l'urgence climatique, l'accord de Paris demeure le cadre juridique essentiel pour la redevabilité des États en matière d'émissions et d'adaptation afin de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. À ce titre, la République démocratique du Congo a adopté son plan national d'adaptation 2022-2026. Nous nous sommes engagés à arrêter et à inverser la perte de forêt et la dégradation des terres d'ici 2031, tout en promouvant un développement durable et une transformation rurale inclusive. Depuis décembre 2021, un ensemble de mesures soutient la restauration des paysages forestiers, notamment le programme Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, destiné à renforcer la séquestration du CO2 et la résilience des écosystèmes. Nous saluons l'adoption de la décision 5/CMA.5, établissant de nouveaux mécanismes de financement, y compris le fonds pour pertes et préjudices, afin de compléter les sources existantes et d'apporter des réponses concrètes aux pays les plus exposés. Forte d'un potentiel environnemental unique au monde, la République démocratique du Congo se tient au cœur des solutions. Elle est prête à mobiliser ses atouts naturels au service du climat global, à condition que les engagements financiers soient prévisibles, accessibles et à la hauteur des impératifs écologiques et humains. Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder aussi la question des défis énergétiques et de la protection de nos écosystèmes en rappelant que le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, considérée par de nombreux scientifiques comme le premier puits de carbone terrestre, ainsi qu'un vaste réseau hydrographique dominé par le fleuve Congo, deuxième au monde par son débit. Ces ressources vitales sont gravement menacées par des activités destructrices, déforestation, exploitation illégale, pollution, souvent alimentées par des conflits armés récurrents qui s'apparentent à de véritables crimes contre la nature. C'est pourquoi la République démocratique du Congo soutient l'initiative portée par le Vanuatu, Fidji et Samoa visant à ériger au plan international l'écocide en incrimination autonome pour sanctionner les actes illicites ou arbitraires causant à l'environnement des dommages graves. Madame la Présidente, l'adoption du pacte pour l'avenir rappelle l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable à 5 ans de l'échéance de 2030.
La République démocratique du Congo a inscrit cet impératif au cœur de son action à travers le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place l'homme congolais au centre des priorités et intègre les 3 dimensions du développement durable, environnemental, social et économique. Ce plan s'articule autour d'orientations nettes, à savoir consolider la sécurité et la gouvernance démocratique, moderniser les infrastructures et le climat des affaires, protéger l'environnement et garantir l'accès aux services sociaux de base, eau, assainissement, éducation, santé, électricité, etc. Le bilan demeure contrasté, car seuls les ODD 12 et 13 paraissent encore atteignables d'ici 2030, mais des progrès tangibles sont enregistrés. La gratuité de l'enseignement a permis à plus de 5 millions d'enfants de retourner à l'école. La couverture santé universelle élargit l'accès à des soins de qualité. Les politiques d'autonomisation des femmes réduisent les disparités socio-économiques. Ces acquis restent toutefois fragilisés par l'insécurité persistante dans l'est du pays et par la vulnérabilité de notre économie face aux chocs exogènes. Notre économie doit donc se transformer pour devenir un levier de durabilité et de prospérité. Pays solution face aux défis climatiques, mon pays entend valoriser ses forêts, ses tourbières et sa biodiversité au sein d'une économie climatique orientée vers une croissance verte, résiliente et sobre en carbone. À cet égard, le projet Grand Inga, l'un des plus vastes complexes hydroélectriques au monde, incarne notre ambition et renforce le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution. Fournir une énergie propre et compétitive pour électrifier nos territoires, décarboner notre industrie, soutenir l'intégration énergétique régionale et ouvrir la voie à de nouveaux usages, dont l'hydrogène vert. Cette trajectoire s'appuie sur le développement de marchés carbone intégrés, l'attraction d'investissements responsables et la création d'emplois décents et de moyens de subsistance durables pour nos communautés. Il reste cependant un obstacle majeur, la contrainte financière. Le fardeau croissant de la dette publique africaine, conjugué aux flux financiers illicites, réduit nos marges de manœuvre. Les besoins additionnels pour atteindre les ODD en Afrique sont estimés à 1600 milliards de dollars. Dans le même temps, les sorties illicites de capitaux minent nos devises et notre stabilité macroéconomique. D'où la nécessité d'une réforme urgente de l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement un accès juste et prévisible à des financements concessionnels alignés sur leur trajectoire nationale, y compris via une meilleure recanalisation des DTS, la capitalisation des banques multilatérales de développement, des facilités de liquidité contracycliques et une lutte renforcée contre les flux illicites. Madame la Présidente, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays, la République démocratique du Congo, j'ai impulsé à la conduite de la chose publique une dynamique nouvelle intégrant systématiquement la dimension genre à tous les niveaux afin d'assurer une présence accrue des femmes dans les instances de décision. À titre illustratif, la part des femmes au sein du gouvernement est passée de 17% en 2019 à 32% en 2025. Madame la Présidente, dans une approche stratégique et multisectorielle visant à mobiliser la jeunesse au service du progrès national, mon gouvernement a adopté une politique nationale de la jeunesse. Celle-ci consacre l'engagement de l'État à faire de la participation pleine et entière des jeunes à la vie de la nation une priorité transversale assortie d'objectifs clairs et mesurables. Madame la Présidente,
La République démocratique du Congo aspire à la paix, à la justice et au développement. Elle est prête à agir à vos côtés pour une organisation des Nations Unies plus forte, plus inclusive et plus juste. Forte de ses atouts humains, naturels et stratégiques, mon pays entend les mettre au service d'un avenir meilleur pour les générations futures de notre maison commune, la planète Terre. Que Dieu bénisse l'humanité et nous accorde la grâce d'une paix véritable et durable entre toutes les nations du monde. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien. Bon, ça c'est l'entrée de Donald Trump. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Et alors je vais lire ce discours sans téléprompteur, car il semblerait que le téléprompteur ne fonctionne pas. Je suis, quoi qu'il en soit, ravi d'être présent parmi vous, et cela va me permettre d'improviser et de parler plus librement. Mais en tout cas, je pense que les techniciens vont peut-être perdre leur travail. Hello, Madam First. Bonjour à la Première Dame. Merci beaucoup. Merci de votre présence, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Première Dame des États-Unis, Mesdames et Messieurs les délégués, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les dirigeants. Cela fait 6 ans que je me suis adressé à vous ici à cette tribune. Le monde était pendant mon premier mandat prospère, en paix, et depuis, eh bien, les armes ont ébranlé la paix que j'avais établie sur 2 continents. L'ère de stabilité a été remplacée par une période caractérisée par les plus grandes crises auxquelles l'humanité est confrontée. Pendant 4 ans, les États-Unis ont été caractérisés par le radicalisme, par la faiblesse en raison de l'administration de mon prédécesseur. Et notre pays a connu de nombreux revers. Mais il y a 1 an, alors que notre pays se trouvait dans une situation catastrophique, depuis 1 an donc, les États-Unis affichent la meilleure performance au monde depuis mon retour à la Maison-Blanche, et aucun pays ne sommes absolument inégalés. Nous avons une économie en plein essor, des frontières sûres, notre armée est la plus forte, nous avons des amitiés solides et nous avons un esprit, un caractère sans pareil. Le fait est que les États-Unis connaissent un âge d'or. Nous sommes rapidement en train d'inverser la tendance et nous réparons les dégâts économiques que nous avons hérités de l'administration précédente, notamment avec des augmentations de prix, une inflation galopante, une inflation jamais vue auparavant. Et depuis mon retour au pouvoir, nous avons réduit le coût de l'énergie, le coût du carburant, le coût des denrées alimentaires, il y a eu une réduction du prix des hypothèques et nous avons également réussi à maîtriser l'inflation. Bon, ce qui est en hausse, par contre, c'est les cours de la bourse. Les cours de la bourse qui ont atteint un niveau record. À vrai dire, nous avons multiplié par 40 les cours de la bourse. Il y a donc un essor économique. L'industrie manufacturière est également en plein essor. La bourse se porte mieux que jamais auparavant. Et je pense que vous, présents dans la salle, vous en bénéficiez également. Tout le monde en bénéficie. Et surtout, les revenus, les salaires des employés augmentent plus rapidement que jamais depuis 6 décennies. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Pendant les 4 années du président Biden, eh bien, il y a eu moins de 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Et en l'espace de 8 mois, depuis ma prise de fonction, eh bien, nous avons enregistré, nous avons réussi à obtenir des engagements pour quelques 17 000 milliards de dollars. Donc, 1000
milliards de dollars pour les 4 ans de l'administration Biden et depuis mon retour au pouvoir, 17 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Cet argent afflue des 4 coins du monde. Nous avons mis en œuvre des réductions d'impôts du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Nous avons également supprimé de nombreuses réglementations afin que ce pays soit une fois encore le meilleur pays au monde pour les affaires. Et d'ailleurs, beaucoup des personnes présentes dans la salle investissent aux États-Unis. Et ce sont de très bons investissements, comme le montrent ces 8 derniers mois. Nous avons donc bâti la meilleure économie pendant mon premier mandat. C'était la meilleure économie au monde, dans l'histoire du monde. Et je suis en train de faire la même chose aujourd'hui. Mais cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin. L'économie va se porter encore mieux. Et à vrai dire, les chiffres dépassent nos attentes. Pendant notre premier mandat, pour ce qui est de la frontière au sud des États-Unis, nous avons endigué une invasion à grande échelle au cours des 4 derniers mois. Et pendant 4 mois consécutifs, le nombre de migrants illégaux ayant franchi notre frontière s'élève à 0. Et c'est difficile à croire, car si on regarde ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a un an, il y avait à vrai dire des millions de personnes qui affluaient du monde entier, des prisonniers, des personnes déséquilibrées, des trafiquants de drogue, qui venaient du monde entier, qui affluaient dans notre pays, en raison d'une politique ridicule, la politique des frontières ouvertes de l'administration Biden. Notre message est clair, si vous venez illégalement aux États-Unis, eh bien vous irez en prison ou vous retournerez dans votre pays, voire même encore plus loin. Et vous savez ce que je comprends. Je souhaiterais remercier El Salvador pour l'excellent travail mené à bien par ce pays pour recevoir et pour incarcérer de nombreux criminels qui avaient franchi les frontières de notre pays. En raison de l'administration Biden, un nombre record de personnes avaient franchi légalement la frontière. Mais nous sommes en train de nous débarrasser d'eux. Nous n'avons pas le choix. Et il y a d'autres pays qui sont dans la même situation, car il y a d'autres pays qui se trouvent dans la même situation. Dans ce qui est de la migration, c'est en train de détruire vos pays. Et donc vous devez faire quelque chose. À l'échelle internationale, les États-Unis, une fois encore, sont respectés comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, voire même, ne serait-ce qu'il y a 1 an, tout le monde se moquait de nous à travers le monde. Pendant le sommet de l'OTAN, au mois de juin, tous les membres de l'OTAN ont pris un engagement pour augmenter leurs dépenses militaires comme je leur ai demandé, pour passer de 2 à 5% du PIB. Notre alliance est aujourd'hui plus forte, plus puissante qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Au mois de mai, je me suis rendu au Moyen-Orient afin de rendre visite à mes amis pour rebâtir nos partenariats dans le Golfe. Ce sont des relations qui nous sont chères avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays également. Et je pense que nous avons un partenariat plus solide que jamais auparavant. Mon administration a négocié un accord commercial, des accords commerciaux sans pareil, notamment avec le Royaume-Uni, avec l'Union européenne, avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et beaucoup d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte ? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu, du jamais vu. Et je suis vraiment honoré d'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Et le fait est que, hélas, dans le cas de toutes ces guerres, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider à résoudre ces conflits.
j'ai mis un terme à cette guerre. Je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la première dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique. Donc, nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais. Merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours de toute façon. Merci. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'étais occupé, je m'efforçais donc de mettre un terme à ces guerres et de sauver des millions de vies, mais ensuite j'ai pris conscience du fait que l'ONU n'était pas là. Il n'était pas là. J'y ai réfléchi après avoir mis un terme à ces conflits, et non pas pendant les négociations, des négociations loin d'être aisées. Ceci étant dit, quel est l'objectif de l'ONU? L'ONU a un tel potentiel, et je l'ai toujours dit. L'ONU a un énorme potentiel. Mais l'ONU, hélas, n'est pas à la hauteur des attentes, loin de là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies semblent se contenter de rédiger des lettres, mais ensuite, tout cela reste lettres mortes. Ce sont des vœux pieux. Et cela ne permet pas de résoudre des guerres. La seule façon de résoudre des guerres, Donald Trump yeplanjimanga nayo onu te après avoir mis un terme à toutes ces guerres, après avant la onu yongere ezoprendre etat initiative d'Abraham, et ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, personne ne nous a remerciés. De toute façon, on ne nous remercie jamais. On ne nous remercie jamais. D'aucuns disent que j'aurais dû, pour chacun de ces accords, recevoir, j'aurais dû reçu le prix Nobel de la paix. Mais moi, ce que je souhaite véritablement, c'est que les enfants puissent grandir dans la paix, car des millions de personnes dans tous ces pays ne seront plus tuées dans ces guerres qui ne prennent jamais fin. Moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas de recevoir des prix. Je souhaite sauver des vies. Et nous avons sauvé des millions et des millions de vies en mettant un terme à ces 7 conflits. Et nous sommes en train de négocier d'autres accords, comme vous le savez. Il y a des années, il y a un homme qui s'appelle Donald Trump, qui travaillait dans l'immobilier à New York. Il a misé sur la rénovation de ce complexe des Nations Unies. Je me souviens comme si c'était hier. Et à l'époque, j'ai dit que pour 500 millions de dollars, j'allais reconstruire ce complexe des Nations Unies pour que ce bâtiment soit magnifique, avec des sols en marbre, avec de magnifiques terrasses. J'avais promis de reconstruire le plus bel immeuble qui soit en marbre et non pas en plastique, mais ils ont décidé de dépenser beaucoup plus d'argent avec un autre projet, et je dois dire que le résultat est bien moindre. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Et leur concept en termes de construction était totalement erroné. Et les projets qu'ils avaient en tête étaient très mauvais et extrêmement onéreux. Cela allait leur coûter une fortune. Et je leur ai dit, je leur ai dit, attendez un peu de voir les dépassements de coûts. Il y a eu des dépassements de coûts. Ils ont dépensé 200 milliards de dollars pour le bâtiment. 200 millions de dollars. Et les sols ne sont même pas en arbre. Et c'est ce que je vous avais promis. En ce qui me concerne, pour être honnête, lorsque je regarde ce bâtiment, et lorsque je me retrouve coincé sur les escaliers mécaniques, le fait est que c'est encore un chantier en cours qui n'a pas été terminé. Ce projet était gangréné par la corruption, donc j'ai dû, à vrai dire, témoigner devant le Congrès en raison de ce gaspillage d'argent. Donald Trump wana gaspillage d'argent Entre 2 et 4 milliards ont été dépensés au lieu des 5 millions prévus. Moi, je leur ai dit, cela va vous coûter beaucoup plus que 500 millions de dollars. Mais hélas, à l'ONU, eh bien, c'est un problème permanent, et d'ailleurs, c'est un problème que l'on observe à plus grande échelle encore. C'est très triste. Je ne sais pas si l'ONU est à même de jouer un rôle productif. Moi, je suis présent ici pour vous tendre la main, pour vous proposer l'amitié des États-Unis. Et je tends la main à tous les pays dans la salle, chaque pays disposé à travailler avec nous afin de bâtir un monde plus prospère, un monde plus sûr.
d'ailleurs, ce sera un monde beaucoup plus heureux. Nous pouvons bâtir un avenir plus radieux. C'est à notre portée. Mais pour cela, nous devons rejeter les méthodes qui se sont révélées erronées. Nous devons travailler main dans la main pour relever les plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Et quel est le principal défi? Quelle est la principale menace? Eh bien, ce sont les armes les plus destructrices jamais conçues par l'homme. Et comme vous le savez, les États-Unis disposent de cette arme. Et comme je l'ai fait pendant mon premier mandat, mon objectif pour moi est d'endiguer ces menaces. C'est ma priorité. Et il faut commencer par un pays, l'Iran. Ma position est simple. Le principal parrain. Voilà, je vais couper ici parce que le discours de Donald Trump est trop large. Voilà. Comme ça, si vous voulez écouter ça, il faut aller Je dis que dans les sites au guide suprême, j'ai proposé la coopération, l'aide Nations Unies. en contrepartie. Vous allez voir L'Iran ça. doit s'engager à cesser son programme nucléaire. Quelle Le était la discours est réponse trop du long. régime? Ils ont continué à proférer des J'ai menaces même un à l'endroit de Macron. leurs voisins. Ils continuent de menacer les intérêts américains dans la région. De l'Assemblée ça, c'est générale, Macron. Monsieur le secrétaire général, Madame la secrétaire générale adjointe, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs et délégués, je suis heureux de m'exprimer une nouvelle fois devant vous lors de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. 8 décennies que nous avons voulu consacrer au service de la paix, du développement, des droits humains. 80 ans qui nous obligent à mesurer le chemin parcouru et à adapter notre pas à la marche du monde. Le 26 juin 1945, nous adoptions la Charte des Nations Unies après 2 guerres mondiales, alors que les combats faisaient encore rage en Asie, que la décolonisation était à peine entamée, que l'Union soviétique étendait son empire et que nous comptions les morts par millions et découvrions l'horreur de la Shoah. Oui, cette étape du monde n'était pas terminée et pourtant nous étions en train de bâtir, à coup de résolution et de détermination, cette volonté de préserver les générations futures du fléau de la guerre et proclamions notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme et nous nous engagions à créer les conditions de la justice, à favoriser le progrès social, à pratiquer la tolérance et à vivre en paix les uns avec les autres. Nous ne rêvions pas, et en convoquant ici notre passé, ce que nous étions il y a 80 ans, j'ai envie de vous dire ce soir, nous avons le droit de rêver. Parce que notre monde d'aujourd'hui mérite la même détermination à agir ensemble. Nous étions 51 à San Francisco et ce sont désormais 193 États membres qui siègent dans cette assemblée. Les textes qui font notre organisation posent clairement les principes de l'action collective. Ils expriment des valeurs communes. Ils définissent des procédures robustes. Et je sais pourtant combien les frustrations sont là, que nourrit la représentation inégale des États, en particulier au Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi je soutiens avec force son élargissement, sa réforme, en particulier son élargissement pour le continent africain. Je sais aussi combien les équilibres politiques, économiques et sociaux ont évolué et que de nouveaux acteurs ont pris plus de responsabilités et qu'une multitude s'interroge sur la promesse des Nations Unies, sa réalité et son bénéfice. Ne nous mentons pas, ce 80e anniversaire n'est pas une fête. Les conflits armés se multiplient, internes ou internationaux, étatiques ou provoqués par l'action criminelle et terroriste. Et les belligérants bafouent délibérément les conventions de Genève, comme si l'horreur servait la vengeance ou la terreur la victoire. Gaza, l'Ukraine, le Soudan, Haïti, la Birmanie, la République démocratique du Congo. La liste est aussi longue qu'insoutenable des violences que subissent les populations dans ces territoires de guerre. De grandes transformations sont aussi en cours pour nous tous sur cette planète. Le changement climatique n'est pas maîtrisé, l'effondrement de la biodiversité se poursuit, les efforts que la plupart d'entre nous sont prêts à faire se heurtent au cynisme de quelques-uns qui peuvent faire la différence mais s'y refusent encore. Et nous voyons l'accélération des technologies qui ouvrent d'immenses horizons, d'immenses opportunités, mais laissent aussi le champ libre
à des forces d'autant plus dangereuses qu'elles ne sont pas régulées. Nous voyons le commerce mondial qui vit l'heure des guerres tarifaires, lesquelles s'ajoutent aux déséquilibres mondiaux. Cette alarme n'éteint pour autant pas l'espoir. Nos divisions n'empêchent pas que la Syrie s'est libérée de la dictature, que l'Ukraine tient bon et que la paix est possible dans la région des Grands Lacs. Nous avons aussi approuvé des traités et des accords ambitieux que certains pensaient impossibles. Un traité sur les pandémies, un traité pour protéger la haute mer, un autre pour financer le développement. C'est bien que la complexité du monde n'est pas une raison de renoncer à nos principes et nos ambitions. En quelque sorte, nous vivons un moment paradoxal où nous avons besoin, plus que jamais, de restaurer l'esprit de coopération qui a prévalu il y a 80 ans. Et où pour autant nous sommes en train de nous diviser, et où, il faut bien le dire, les divisions au sommet de l'ordre mondial, la fracturation du monde, nous freine dans notre capacité collective à régler les grands conflits du moment ou à relever les défis qui supposent de nous entendre. La France est fière de compter parmi les peuples des Nations Unies et rend hommage à tous ceux qui les servent. Soldats sous casque bleu qui maintiennent la paix où personne ne va plus, travailleurs humanitaires et personnels de santé qui se portent au secours des plus fragiles, juristes, observateurs, rapporteurs qui témoignent de la réalité, imposent la force du droit et préviennent l'arbitraire. Et je voudrais ici aussi parler de temps et temps de nos ONG, de nos soignants, de nos journalistes, bien d'autres encore qui témoignent que cette organisation est irremplaçable. C'est la raison pour laquelle ceux qui en sont les pires critiques sont aussi ceux qui veulent changer les règles du jeu, sûrs qu'ils sont de leur domination et plus intéressés à se partager le monde qu'à dégager les compromis nécessaires au bien commun. Au fond, le grand risque du moment que nous vivons, c'est le risque de voir l'état de fait l'emporter. C'est le risque de voir la loi du plus fort l'emporter. C'est le risque de voir l'égoïsme de quelques-uns l'emporter. C'est le risque de voir quelques-uns penser qu'à eux seuls, ils peuvent décider du cours du monde et d'oublier qu'il n'y a pas de communauté internationale sans un rapport respectueux entre pairs, sans une coopération entre pairs, qui seul rend possible la paix, qui seul rend possible de relever les défis du changement climatique, de la transformation technologique ou de la lutte contre les proliférations militaires. C'est pourquoi la priorité, 80 ans après, qui doit être la nôtre, est de savoir retrouver la sève de ce multilatéralisme efficace, d'une efficacité collective, là où il faut bien le dire, l'anti-jeu, dirait-on ailleurs, de quelques-uns rend presque impossible l'efficacité de notre organisation collective. Il nous faut travailler ensemble pour retrouver ce multilatéralisme efficace. Et il est vain à cet égard de diviser le Nord du Sud, de penser qu'il y aurait un Occident uni face à un Sud global. Fantasme, récit du moment qui voudrait opposer bloc à bloc les uns aux autres. Ici, dans cette enceinte, il n'y a que des femmes et des hommes qui n'ont pas les mêmes religions, qui pensent différemment, dont les civilisations sont parfois différentes, mais qui ont décidé un beau jour que bâtir la paix, relever les défis, en particulier de l'inégalité ou des grandes transitions du monde, supposait qu'ils oublient ces différences pour coopérer tous ensemble. C'est pourquoi il nous faut consolider plutôt les règles existantes et les institutions qui garantissent notre autorité collective et cette efficacité. Les droits de l'homme restent le pilier central de l'édifice des Nations Unies et donnent leur cohérence à l'ensemble des mesures que nous prenons. Et dans cette période où les conflits se multiplient et s'étendent, ce sont aussi à des crises massives des droits humains que nous faisons face. Notre devoir à tous est donc de veiller au respect du droit humanitaire international, comme nous proposons de le faire dans ce cadre de l'initiative mondiale que nous portons avec quelques homologues, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Jordanie, le Kazakhstan et le CICR.
soutenons la Cour pénale internationale dans sa lutte contre l'impunité. Permettons que les arrêts de la Cour de justice internationale soient mis en œuvre. L'autorité du droit est notre meilleure chance face à la loi du plus fort. L'application des principes est le seul remède aux 2 poids 2 mesures que tant d'entre nous sont venus dénoncer à cette tribune, devant cette assemblée, depuis que nous en avons fait le Parlement du monde. La paix et la sécurité sont pour tous. C'est pourquoi il est si important que l'Ukraine résiste à la Russie et obtienne une paix qui dissuade celle-ci de lui voler encore son territoire, ses enfants, ses richesses et son avenir. L'agression russe n'est pas le problème de l'Europe, mais celui de nous tous ici. Elle pose l'éternelle question de l'autorité du droit face à la loi du plus fort, de la liberté face à l'impérialisme. L'Ukraine n'a pas voulu la guerre. Elle veut la paix. La France aussi veut la paix. Les Européens veulent la paix. Les États-Unis d'Amérique veulent la paix. Pour cela, l'Ukraine a un droit fondamental, celui de vivre en sécurité et de ne plus craindre que la Russie l'attaque à nouveau. C'est pourquoi la France, avec le Royaume-Uni, a bâti une coalition des volontaires rassemblant 35 nations pour donner à l'Ukraine des garanties indispensables à sa sécurité dans la durée. Nous créons ainsi les conditions d'une paix solide et juste qui permettra aux Ukrainiens d'accomplir leur destin. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'espace aérien de la Pologne, cher Président, de la Roumanie, les provocations vues en Estonie ou ailleurs, sont la preuve aussi que tous les Européens sont défiés aussi par des menaces et des volontés de déstabilisation russe qui supposent une telle unité. L'Ukraine l'a dit souvent, elle est prête au cessez-le-feu et accepte la négociation. Il revient désormais à la Russie de prouver qu'elle peut choisir la paix alors qu'elle multiplie aujourd'hui les attaques contre les civils en Ukraine et les provocations que je viens d'évoquer. Dans cette attente, la France se tiendra fermement aux côtés de l'Ukraine, avec ses partenaires européens et tous ceux qui comprennent l'importance de mettre la Russie en échec pour préserver l'ordre mondial. Et je me félicite des propos il y a quelques heures du président des États-Unis d'Amérique, rappelant l'affaiblissement progressif de l'économie russe, les échecs sur le terrain de la Russie qui, imaginez-le, en plus de 1000 jours, a à peine pris 1% du territoire ukrainien, malgré tant et tant de pertes, tant et tant de victimes civiles. Et je me félicite de voir que le président américain croit dans la capacité de l'Ukraine, pas simplement à tenir, mais à faire valoir ses droits avec nous. C'est parce qu'elle refuse le double standard, ce 2 poids 2 mesures, que la France s'engage aussi aux côtés de l'Ukraine, comme je viens de l'évoquer, comme elle le fait pour la paix au Proche-Orient. Hier, nous avons adopté un plan crédible pour mettre fin à la guerre à Gaza, préserver une solution à 2 États, Israël et la Palestine, permettre la libération de tous les otages et sauver tant et tant de vies. Nous avons tracé un chemin vers la paix qui nécessite avant toute autre chose que les otages encore détenus par le Hamas soient libérés, que les frappes sur Gaza cessent. Et je suis heureux que l'Arabie Saoudite et la France aient convaincu un grand nombre de membres de cette Assemblée de signer la déclaration de New York. Nous sommes 142 membres de cette Assemblée. À tendre la main. La paix immédiate, libération des otages, cessez-le-feu, la stabilisation de Gaza. Ok, wana bochula na discours ya Macron, président Félix Assia Loubaki, Donald Trump à Loubaki ou à Macron. Donc pour le reste, beaucoup la d'après côté Moussoussou. Il y a Macron, Mobimba Langouza dans France 24. Il y a Félix Natia Mobimba parce que c'est notre président.